On va commencer par quelques instants du petit vidéo qu'on a fait, Jean-Marie Harvey et moi, il y a déjà... Est-ce que vous voyez le vidéo? Moi, j'assume que vous voyez le petit vidéo. Oui, Et oui, ça va. on a fait ce vidéo-là il y a déjà une quinzaine d'années. Et on avait découvert des choses assez extraordinaires. J'aimerais que vous notiez ici, regardez la grosseur du résidu que ce ver de terre-là bouffe allègrement et la capacité qu'ils ont de déplacer des résidus qui sont aussi beaucoup, beaucoup plus gros que eux. C'est vraiment épatant. Si tu peux reprendre, enlever le partage d'écran, je voulais prendre juste quelques secondes pour vous montrer ce petit bout de vidéo-là. Évidemment, l'intérêt pour les vers de terre a été vraiment initié 5 ou 6 ans après qu'on a mis en place des parcelles de semi-direct parce qu'on s'est mis à voir énormément de vers de terre, on s'est mis à voir énormément de déplacements de résidus. Et c'est là qu'on a commencé à vouloir les connaître mieux. Il y a à peine 2 ans, peut-être 3 ans, là, parce que la pandémie est un petit peu bizarre dans ma tête, Hubert Reeves mentionnait que la disparition des vers de terre était aussi grave que le réchauffement climatique. On sait, à titre d'exemple, que la biomasse totale des vers de terre sur la Terre au complet est plus grande que la biomasse de tous les êtres vivants qui vivent sur le sol. On ne prend pas les micro-organismes du sol. Et que la diversité et l'abondance des vers de terre est directement liée aux précipitations et à la température. Donc, avec les réchauffements climatiques, on s'en vient dans des situations assez triste en termes de réchauffement climatique et en termes de température, ce qui va nuire énormément à nos bons vers de terre. On leur accorde beaucoup, beaucoup, beaucoup de rôles. On dit d'eux qu'ils rajeunissent le sol, qu'ils approfondissent le sol, qu'ils incorporent et recyclent la matière organique. Et vous êtes capable de lire comme moi, mais je pense qu'on oublie qu'essentiellement, le ver de terre, il fait 2 choses. Il incorpore la matière organique dans le sol, il commence à la décomposer et il construit et entretient des galeries. Et c'est ce travail-là qui a des effets collatéraux absolument intéressants. À titre d'exemple, des études qui ont été menées déjà dans les années 50, on parle que la colonne bleue, c'est un sol sans vers de terre. La colonne verte, c'est un sol où on a réintroduit des vers de terre. Et la période de temps qui s'écoule, c'est 10 ans. Et sur cette période de 10 années-là, puis je trouve ça important de souligner 10 ans, on a vu une amélioration de l'infiltration de 80 %. On a vu une amélioration de la teneur en eau disponible de 25 % et on a vu une teneur, un taux du carbone organique, de la matière organique finalement, augmenté de 25 % et ça a aussi eu un effet sur la biomasse végétale de 80 %. Quand on parle de biomasse végétale, on comprend ici biomasse, les vers de terre ne sont pas reconnus pour avoir un impact sur la diversité des cultures, des plantes qui poussent. Mais leur impact sur la santé du sol comme tel permet de produire une plus grande biomasse. Un autre problème ou un défi que j'aimerais beaucoup souligner, c'est que les données avec lesquels on travaille sont souvent biaisés. Alors, on va travailler avec des sols, avec des systèmes conventionnels dont la maturité est grande, dont les connaissances, dont les réflexes de production sont bien établis. Puis, on veut les comparer avec des systèmes de semi-direct, avec des systèmes qui incorporent de plus en plus des cultures de couverture. Le problème dans nos comparaisons, c'est que souvent, on part du fait qu'on veut comparer le conventionnel au semi-direct, mais dans les premières années, ce qu'on fait, c'est qu'on compare le conventionnel avec une première année de travail réduit, avec des premières années d'introduction de culture de couverture. Et là, on assume une donnée finale. Ce qui fait qu'on entend souvent, par exemple, que
avec le travail réduit, avec le semi-direct, il va y avoir des diminutions de rendement. Ce qu'il faut absolument être capable de voir dans notre travail, c'est de dire que il faut que la transition se fasse. Je vous ai parlé de 10 ans tantôt, mais cette transition-là, officiellement, là, c'est dans les 5 à 8 ans qu'on voit des choses arriver. Il faut augmenter notre couverture de résidus et pour permettre à l'activité biologique de se mettre en place et d'être efficace. Et ça passe évidemment par une meilleure connaissance de nos vers de terre, des résidus et effectivement de la santé des sols. J'aimerais vous amener juste quelques secondes ici sur le fait que dans les dernières décennies, on a beaucoup travaillé sur une dynamique qui est allée vers une connaissance sur ce qui se passe au-dessus du sol. Et quand on parle de ce qui se passe au-dessus du sol, notre point d'observation, c'est effectivement les rendements. Et dans les dernières décennies, les deux dernières générations, bien, on a beaucoup axé sur le travail du sol, on a beaucoup axé sur la chimie, on a beaucoup axé sur les semences pour améliorer la fertilisation, pour améliorer la germination et la disponibilité de toutes ces chimies-là. Donc, notre point était sur le rendement, on se trouvait à l'extérieur du sol. Alors que je pense sincèrement qu'on a un changement de paradigme important à faire et de ramener notre centre de décision sur le sol. Donc, ce qui se passe sous nos pieds, ce qui est encore trop peu exploré. Et si on met le sol dans le centre de notre réflexion, si on se met à dire devant chacune des décisions qu'on a à prendre, est-ce que c'est bon pour le sol? Et donc, de moduler notre décision en fonction de ça, on va maintenant regarder à l'activité biologique, ce qui nous amène à nos vers de terre, à la structure de sol qui va permettre un habitat optimal pour cette activité biologique-là, qui va aussi permettre les mouvements de l'eau et de l'air d'une manière optimale dans nos sols et qui va permettre à la matière organique de jouer bien comme il faut son rôle de fertilité. Et à ce moment-là, les effets collatéraux d'un sol en santé, bien, c'est des rendements améliorés, définitivement améliorés, et donc une rentabilité améliorée du même coup. Fait que ce que je vous propose comme discussion, bien, on va commencer par les résidus, on va switcher au vers de terre, puis on va se rendre à la santé des sols. Ça fait qu'on en a jusqu'à peu près 6h, 6h15 ce soir, à votre guise. L'évolution de la matière organique dans nos sols, c'est un graphique qu'on voit assez régulièrement. Dans la première moitié du dernier siècle, on a perdu 50% du carbone dans les sols. Ce sont des données qui ont été prises pour les États du centre des États-Unis, mais depuis que ces données-là sont sorties, elles se sont généralisées pour toute l'Amérique américaine, je dirais en tout cas. Et à partir des années 50, on a fait un switch vers le travail réduit, vers le semi-direct, en lien avec toute la dynamique du Dust Bowl, puis de l'idée qu'il fallait ramener une santé à nos sols. C'était un point qui était vraiment, vraiment associé à la couverture de sol. Et malgré tout ça, au début des années 2000, on avait récupéré à peu près seulement 10% du carbone qu'on avait perdu depuis le début du siècle. On a travaillé beaucoup ici au Québec. C'est des données que je vous ai sorties. Elles sont grossières, elles sont vraiment, c'est pas à la pointe, mais ce que je veux souligner ici, c'est que dans l'idée de ramener du carbone au sol, on a beaucoup travaillé sur la couverture de sol, donc ces fameux résidus-là. Et j'estime que ce portrait-là nous donne ici l'image quand on pose aux producteurs agricoles, est-ce qu'ils font du semi-direct, est-ce qu'ils font du travail réduit ou est-ce qu'ils labourent? Et actuellement, c'est à peu près le portrait qu'on a la situation. Donc, évidemment, quand on parle de couverture de sol, on parle ici de 50% est ici, 65% c'est ce point-là. Et pour protéger le sol à 65%, il faut maintenir un 30% de couverture de résidus après semis. Après semis, c'est très important. Et ce 30%-là, c'est pour arriver à conserver nos sols.
On parle de plus en plus qu'il faudrait aller à 50% pour améliorer les niveaux de carbone dans le sol. Ce qu'on sait aussi, c'est que différentes cultures, sous travail réduit, on n'atteindra pas ce 30%-là. Donc, dans le cas du soya et du blé, si on fait un travail, dans 50% du temps qu'on fait du travail réduit, on n'atteint pas le 30% après résidu. Et c'est aussi vrai excusez-moi, je vous ai dit le soya. Dans le soya, 100% du temps, on n'atteint pas le 30% de résidus si on fait un travail réduit. Et c'est dans le cas du maïs grain et des céréales qu'on va atteindre dans 50% du temps seulement. Donc, pour atteindre un 30% de couverture après semis, il faut nécessairement avoir un minimum de 60% après les travaux d'automne. Ce qui fait que si je ramène ce tableau-là avec une notion qui est plus liée au moins de 30% et plus de 30%, et que j'applique les observations qu'on a faites au cours des années, donc 50% des champs de maïs n'auront pas le 30%, donc je transfère mes données, ce qui fait que maintenant, j'ai seulement 20% des champs qui ont plus que 30% après semis, 20% dans le cas plus 20% dans le semi-direct. Et si j'applique cette règle-là aux différentes cultures, bien, on voit l'impact que le travail du sol, même quand on se met dans la tête que c'est du travail réduit, il faut tourner notre vision, il faut travailler davantage en lien avec une couverture de résidus après semis. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de parler de offset, de déchaumeuse, de tous ces machins qui sont extrêmement agressifs pour le sol, mais portons maintenant un regard sur la quantité de résidus qui est nécessaire pour protéger le sol et il faut augmenter ça vraiment, il faut se rendre aux 50% pour permettre d'augmenter notre matière organique dans le sol. Je voulais prendre quelques secondes pour parler des racines qui sont extrêmement importantes et on voit ici dans le cas du maïs, du sorgho et du millet, les longueurs de racines. C'est absolument impressionnant. Là, dans le cas du maïs, on parle de 25 000 km de racines, de système racinaire par hectare. Mais je le mets là, cette donnée-là, parce que ces kilomètres de racines-là vont pouvoir s'implanter dans le sol à condition que la santé de nos sols soit là. Et là, encore une fois, le travail des vers de terre est absolument inimaginable pour permettre au système racinaire de pouvoir s'installer le plus efficacement possible. On a des données aussi qui nous disent qu'à partir de 60 cm, 2 pieds, les 44% des racines vont partager les mêmes chemins avec au moins 3 autres racines et qu'après 60 cm, plus profond que 60 cm, elles vont pousser que dans des pores existants. Encore une fois, c'est pour souligner l'importance de toute la vie microbienne du sol et pour lequel le ver de terre est extrêmement important. Ici, on voit quand même une racine qui a eu un petit empêchement. Puis, ce que j'aimais souligner, c'est que si ça avait été une roche ici, la racine aurait tourné puis elle aurait continué. Le but de la racine, ce n'est pas de s'en aller en parallèle avec la surface du sol, c'est vraiment d'aller explorer les profondeurs, particulièrement les radis. Et cette racine-là, elle continue. Donc, je n'ai pas besoin de creuser beaucoup pour me rendre compte que j'ai probablement une couche de compaction importante qui empêche les racines, qui empêche cette racine-là d'aller explorer un peu plus bas. Donc, les résidus sont importants pour la couverture du sol. Ils sont importants pour la nourriture de nos vers de terre. Qui sont-ils? Évidemment, c'est une donnée qu'on partage et qu'on répète. La chaîne alimentaire qu'il y a dans le sol, dans une poignée de sol en santé, voilà ce qu'on peut retrouver. Mais ce que ça peut représenter aussi, tous ces organismes vivants-là peuvent représenter à peu près 7 tonnes de carbone dans le sol. Donc, une source de nourriture importante, une source d'amélioration de la matière organique. Et encore une fois, cette extrêmement belle chaîne alimentaire-là, son but essentiellement, c'est d'incorporer la matière organique.
et c'est de construire et d'entretenir des galeries, donc de permettre aux éléments nutritifs d'être disponibles aux racines des plantes et de permettre aux racines d'explorer le plus grand volume de sol possible. Vous connaissez bien les cabanes de vers de terre. Vous savez très bien qu'en enlevant ce petit îlot de résidus-là, on retrouve un tunnel de vers de terre. Et ce tunnel de vers de terre-là va être habité par un vers de terre, un anécique. Et pour chaque anécique qu'on va voir dans le sol, il y a dans des sols vivants de 25 à 30 vers de terre qui sont des familles épigées et endogées. Les tunnels de vers de terre, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les tunnels de vers de terre? Bien, ce sont des réseaux très intéressants pour la croissance des racines, c'est bien évident, mais c'est aussi des zones de décomposition très, très intéressantes aussi parce que les vers de terre se trouvent à traîner dans le sol les résidus qui se trouvent à être dans des situations très aérobiques. Donc, on stimule la décomposition dans le profil de sol. Les vers de terre vont tapisser ces petits tunnels-là avec leur mucus, avec leur urine, et ça va stabiliser ces tunnels-là. On le sait, ça a été mesuré. Les tunnels de vers de terre peuvent avoir une stabilité, une longévité d'au moins une trentaine d'années, ce qui est souvent presque meilleur que les drains qu'on installe. Les vers de terre vont aussi particulièrement travailler à régulariser la diversité puis la distribution spatiale de toutes les communautés microbiennes du sol. Charles Darwin, on le sait, a été passionné des vers de terre. Le dernier livre qu'il a écrit avant son décès était d'ailleurs destiné aux vers de terre, dont il estimait qu'ils étaient les grands responsables de la fertilité du sol. Où est la tête? Où est la queue? Bien, le ver de terre a normalement, on ne le voit pas très bien ici, mais un petit clitélium, une petite boursouflure. La tête est toujours dans le tiers avant de cette boursouflure-là et le reste, c'est vraiment un long tube digestif. Si vous coupez un ver de terre en deux, bien, soyez bien assurés que si vous le coupez dans cette portion-là ici, vous allez avoir 2 vers de terre morts. Et si vous le coupez dans la portion tube, il y a une survie qui est un peu plus grande, particulièrement si c'est dans le dernier tiers. Plus on se rapproche des anneaux de reproduction, du clitélium, plus la survie du ver de terre est menacée. Le plus gros ver de terre mesure 4 mètres, 2 cm de diamètre. Il est retrouvé dans des pays plus chauds, en Australie particulièrement. Et on a remarqué aussi que dans les pays tempérés, c'est là qu'on a les plus grandes diversités et les plus grandes biomasses de vers de terre. Donc, plus il fait chaud, moins les vers de terre sont présents. Et on a aussi, on voit aussi apparaître, on n'en a pas vu encore au Québec, ce fameux ver de terre-là qui se nourrit, lui, de vers de terre comme tel. Donc, avec sa tête ici, il attaque les vers de terre et il réussit à littéralement les gober. Ces vers de terre-là ont été particulièrement vus en Australie, où les vers de terre d'Australie ont développé des réflexes pour combattre ces mêmes vers de terre-là. Ce qui fait qu'ils sont particulièrement menaçants. On en voit en Europe actuellement, où les vers de terre européens, eux, n'ont pas encore développé ce réflexe de survie-là par rapport à ce ver de terre-là. Dans le sol, on a 3 grandes familles de vers de terre qui sont intéressantes à explorer. Donc, on a les petits épigées qui sont très roses, très rouges, très petits et qui vont vivre littéralement dans la litière à la surface du sol. Ils vont bouger cette litière-là, ils vont l'incorporer dans les premiers centimètres de sol. Ils ont un taux de reproduction extrêmement élevé parce que leur vie est extrêmement courte, de 1 à 2 ans.
Les endogés sont des vers de terre qui sont beaucoup plus pâles, qui ne sortent jamais du sol et qui se nourrissent des débris des plantes qui sont mélangés à la couche arable. Donc, ils vont se promener, aller chercher les matières enfouies par les épigées, mais ils vont aussi s'occuper de tous les débris des plantes, donc les racines mortes des plantes, puis ils vont distribuer littéralement toute cette matière organique-là à travers le profil de sol. Ils sont pas mal responsables de l'approfondissement de sol. Et il y a finalement les anéciques, ceux avec qui on va à la pêche, qui sont de grands vers de terre et qui, eux, vont construire des tunnels et que ces tunnels-là peuvent aller jusqu'à 8-10 pieds. En fait, ils se rendent jusqu'à la nappe phréatique et ils vont ressortir du tunnel pour aller faire leurs excréments. Donc, on retrouve les turicules carrément à la surface du sol, mais ils vont se positionner dans leur tunnel en fonction de la température et de l'humidité. La reproduction, on voit ici là, des petits cocons de vers de terre, on en voit des très, très frais ici. Elle est aussi très différente en fonction des différents types de vers de terre. Les épigées ont un cycle de reproduction qui peut être entre 90 et 150 jours. Les endogés, de 150 à 210 et les anéciques, ça peut aller jusqu'à 525 jours. Ils pondent selon les variétés. Ils vont pondre pendant 2 à 3 jours et ils vont pondre à intervalles plus ou moins longs, dépendant du besoin de survie, dépendant des conditions et dépendant des familles aussi. Donc, les anéciques vont avoir des cycles de ponte plus au mois. Les épigées pourraient avoir des cycles plus près du 7 à 10 jours. Voilà. Dans les observations qu'on a faites au cours des années, on a mesuré des vers de terre dans les pires champs. Je vous présente les pires champs qui étaient des champs où on avait un travail de sol assez agressif et une rotation assez minimaliste. Et on voit que le nombre de vers de terre par mètre carré est très, très famélique. Par contre, dans les meilleurs champs, on pouvait retrouver jusqu'à 650, jusqu'à 700 vers par mètre carré. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, gardez ces chiffres-là en tête, on va s'en servir un peu plus tard. Une tonne de vers de terre. Une tonne de vers de terre dans 1 hectare va donner 100 tonnes de déjection, ce qui est l'équivalent là, à 2 cm de fumier, ce qui serait l'équivalent de 1000 mètres de drain de 15 cm en termes de galerie qui est mise en place dans le sol. Ce qui veut dire que sur 1 mètre carré, là, on peut avoir jusqu'à 900 mètres de petites galeries de vers de terre. Et ça a un impact assez intéressant aussi sur les éléments fertilisants. Ce n'est pas à retenir, mais ce qui est à retenir, c'est que pour avoir une tonne de vers de terre, il faut viser à peu près 250 vers au mètre carré. Rappelez-vous, là, je vous ai présenté des sols qui étaient assez faméliques. On est assez loin de cet état-là. Et on sait aussi qu'un ver de terre va ingérer 1 fois et demie, donc 75%, vous aviez raison en partant, 1 fois et demie son poids de sol à tous les jours. Alors, si j'ai 12 cabanes de vers de terre fois 25 vers de terre des anéciques et les autres, les anéciques, pour les avoir pesés ici, pèsent 5 grammes ici. Dans la littérature, on dit que les vers de terre pèsent entre 5 et 12 grammes. Plus le climat est froid l'hiver, moins on atteint ces moyennes-là. Alors ici, on travaille plus de 2 à 5 grammes, ce qui nous ferait un total de 1100 kilos à l'hectare, fois 1,5 fois leur poids, fois 200 jours par année, ce qui fait que si j'ai 300 vers, 12 fois 25, ça fait 300. Si j'ai 300 vers au mètre carré, je peux estimer qu'il y a 330 tonnes par hectare par année qui va être ingérée par ces vers de terre-là. Si je mets mon sol à 150 tonnes par centimètre de profondeur par hectare, ça veut dire que mes 300 vers vont être capables d'ingérer 2,2 cm de sol, ce qui fait qu'en 9 ans, ils vont avoir ingéré la totalité d'un labour conventionnel. Et comme j'avais des parcelles qui, elles, étaient à 700 vers,
bien là, on parle de retournement de sol sur 4 ans. Donc, c'est absolument important. Et pour répondre à l'autre question aussi, parce qu'on ne parle que de sol ici, les vers de terre vont ingérer, en fait, je vais vous dire un peu plus tard. Donc, l'importance des turritules, l'importance du travail au niveau de la redistribution des résidus sur la surface et l'importance aussi, il y a des études ont été faites sur des analyses ont été faites sur les tortillons de vers de terre par rapport au sol qui étaient directement, et vous pouvez voir que dans toutes les catégories, on a une qualité beaucoup supérieure. On a aussi l'effet que ces tortillons-là ont une très, très grande stabilité. Et on voit aussi qu'on a une neutralité au niveau du pH. Alors, imaginez qu'au bout de 4 ans, si mes populations de vers de terre sont là, bien, c'est 20 cm de sol qui va aller chercher ces qualités-là dans le temps. On a observé, dépendant en lien avec les différents types de sols, que à partir du moment où on laisse le minimum de 30 de résidus après semis, le minimum de 30 après semis, dans les sols sableux qui sont moins favorables aux vers de terre parce que les vers de terre respirent par leur peau, donc le sable est très rugueux pour les vers de terre, mais même là, 60%, on voyait des augmentations de 60% des populations de vers de terre à partir du moment où on avait 30 de résidus. Et dans les sols argileux, c'est des augmentations de population de 153%. On s'est aussi amusé à faire une comparaison avec les rotations. Alors, à partir du moment où on n'était plus en monoculture maïs, mais qu'on avait une rotation en place, c'est les sols sableux qui bénéficiaient le mieux. Donc, où on avait des rotations, on pouvait voir des augmentations de population de deux fois et demi des augmentations de population à partir du moment où on amenait des rotations dans notre système. Donc, on se ramène toujours à l'idée que les vers de terre, on leur donne beaucoup de rôles, mais au bout du compte, leur plus grande job, c'est d'incorporer la matière organique et c'est ce qu'on veut souligner ici. Il y a plusieurs études qui ont été faites et on les a répétées ici. On a mis des cadres. Alors ici, vous voyez que ce cadre-là a un moustiquaire en dessous pour empêcher les vers de terre d'avoir accès aux résidus et l'autre cadre ici avait de moustiquaires en dessous. Donc, on voit l'impact sur les vers de terre, sur la distribution des résidus. On voit aussi qu'on a énormément une bonne population de vers de terre qui est là. Donc, on peut voir ici, on a toujours mis 400 grammes de résidus, donc cette paille-là, et au bout de quelques semaines, on voyait déjà la redistribution. On la voyait très bien avec les pailles de céréales parce que notre petit cadre avait quand même juste 2 pouces, puis c'était un petit peu compliqué de tasser le maïs. Et les résultats qu'on a obtenus, qui sont très, très similaires aux résultats des revues de littérature, c'est que où on n'avait pas de vers, donc ici, les vers de terre n'avaient pas accès aux résidus, ici, ils avaient accès aux résidus, on avait 400 grammes de résidus et c'est la portion qui a été décomposée. Donc, on peut voir que où est-ce qu'il y a des vers de terre, il y a quand même un impact important au niveau de la décomposition des résidus. Et c'est pour ça que leur population devient absolument importante parce que plus j'ai de vers de terre dans mes sols, plus les résidus que je vais laisser en surface vont être assumés par les vers de terre. On estime dès lors que les vers de terre vont décomposer 600 grammes par mètre carré de résidus par année. Alors, si j'extrapole ça, par exemple, dans le cas du maïs grain, et c'est ce qu'on va voir dans quelques instants, je vous ramène ici, ça c'était notre champ avec 12 cabanes au mètre carré. Donc, à 12 cabanes au mètre carré, j'ai un minimum de 300 vers au mètre carré. J'arrive à peu près à 2 millions de vers à l'hectare et quand je vois un champ qui est comme ça, bien là, on parle de sol en santé. Et l'impact de ces populations de vers de terre-là, on les a vus. Ce sont des observations qui ont été faites chez Jocelyn Michon à la présentation. Donc, on voit du seigle qui est bien poussé ici. Et ici, vous avez 2 rangs de maïs qui ont été semés. Donc, au 16 mai, le seigle a été brûlé le 6 mai. On voit ici la destruction du seigle.
on voit la quantité de résidus qui est amoncelée entre les rangs. Et déjà au 12 juin, on voit toutes les petites cabanes qui sont là. Et au 23 juin, vous voyez la décomposition totale des résidus. C'est un impact important. C'est pour ça que les résidus et les vers de terre, il faut qu'on les fasse fonctionner ensemble. Quand je suis dans un champ où ma vie microbienne est déficiente, bien, la gestion des résidus va être difficile et donc l'impact au niveau de la mise en place du semis va aussi se faire sentir. Donc, ce n'est pas le travail réduit qui réduit les rendements, c'est plutôt l'état de santé de mon sol qui n'est peut-être pas capable d'assimiler autant de résidus. On a ici un exemple aussi où la température ambiante à midi est de 8 degrés Celsius, mais la température du sol, ça c'est la portion labourée, donc est de moins 4. Et ici, c'est un sol en semi-direct avec culture de couverture et la température du sol est à 4 degrés. Donc, on a aussi un impact à cause des galeries qui ont été mises en place, donc un échange d'eau et d'air beaucoup plus efficace. À cause de la couverture qui est au sol, on a une isolation, ce qui fait que le front de gel est moins bon, moins profond. Donc, on a encore une bonne idée. Et il faut bien montrer quelques petites photos monstrueuses. Sachez que le passage de ces machineries-là détruit 70% des vers de terre. 70% des vers de terre. Les petits en surface, c'est 100%. Les endogés sont aussi extrêmement détruits, ramenés à la surface. Ils détestent être au soleil. Et tous les vers anéciques qui vont se trouver dans la couche qui va être travaillée vont aussi être détruits. Ce qui m'amène sur quelques instants pour la santé des sols. Qu'est-ce qu'un sol en santé et l'importance des stratégies de transition? Donc, on voit très bien ici deux sols. Ce sont deux sols qui sont côte à côte, deux champs qui sont côte à côte. J'ai mis un vers de terre sur celui qui était en santé. En fait, je ne l'ai pas mis là. Il était là de lui-même. Il n'y en avait pas dans l'autre. Qu'est-ce que c'est un sol en santé? Quels sont les indicateurs avec lesquels on peut travailler pour déterminer si un sol est en santé? Au niveau des impacts agronomiques, la capacité de rétention est un indicateur important. Et la capacité de rétention va être directement liée au vers de terre et aux micro-organismes. La fertilité, la santé des cultures, la biodiversité des pratiques agricoles et j'avais même lu que l'acceptabilité des pratiques agricoles en santé des sols, l'acceptabilité sociale est aussi liée à un sol qui est vivant, à des indices de vers de terre. Le vers de terre est très, très présent dans la tête de tout le monde. Donc, je vous ramène sur la problématique de la transition. Je vous ai parlé de l'importance des résidus. Ils sont aussi la nourriture première des vers de terre. Et donc, si je veux augmenter mes populations de vers de terre, je me dois d'augmenter la quantité de nourriture que je vais laisser au sol. Encore une fois, on parle du fameux 30% après semis. Et il faut absolument aussi être capable de déterminer cette présence-là. Donc, vous voyez ici un champ qui a des résidus qu'on voit bien et on voit tout de suite dans ce champ-là, ces amoncellements de résidus-là qui sont un indicateur rapide à l'œil de dire, OK, j'ai beaucoup de cabanes de vers de terre, donc j'ai beaucoup de vers de terre, donc je peux laisser des quantités plus importantes de résidus. Et il faut, je pense sincèrement qu'il faut prendre le temps d'aller les mesurer. Il y a des protocoles qui sont relativement simples et qui vont nous permettre d'amener d'amener nos stratégies de transition. T'sais, comment faire pour passer de mon sol qui est sous une régie conventionnelle et de l'amener à un sol qui soit bien en santé et de faire ces pas-là. Ce n'est pas vrai qu'en travail réduit, on doit subir des diminutions de rendement. Ce n'est pas vrai qu'en semi-direct, on doit avoir des diminutions de rendement. Si on a des diminutions de rendement, je crois sincèrement que c'est en lien direct avec
avec nos stratégies de transition qui ne sont pas adéquates, qui n'ont pas été établies en fonction de l'état de santé de nos sols. L'importance de faire un diagnostic, l'importance d'être à l'affût de notre sol et non pas simplement croire que n'importe quelle machine va nous apporter réconfort et plaisir. Donc, il faut absolument être capable de changer notre manière de regarder notre gestion agricole sous un angle différent, d'amener de plus en plus les producteurs agricoles à faire ces constats-là eux-mêmes pour être capables de dégager, d'enclencher une action, de ne pas juste avoir le plaisir d'avoir une machine ou de faire bouger le sol, mais de comprendre l'impact que ça a directement sur nos sols. Je vous ramène dans quelques minutes sur les 3 bases de la santé des sols qu'il faut absolument maintenir en tout le temps. Donc, c'est de s'assurer d'avoir une couverture d'au moins 30% en surface et de nourrir toutes nos racines, de nourrir toute notre vie microbienne du sol. C'est de repenser nos rotations. Je vous parle beaucoup de rotation commerciale et de rotation de fertilité, d'être capable d'agencer ces deux-là pour aller chercher le maximum. Et c'est aussi de diminuer la charge à la roue. On n'a pas parlé beaucoup de compaction dans cette conférence-là, mais évidemment, les sols compactés ne sont pas des milieux de vie agréables pour les vers de terre. Ils ont une capacité de forer, mais ils ne sont pas tout à fait encore très, très efficaces pour briser des sols dont la compaction est trop grande. Je vous remercie beaucoup. J'ai l'impression d'en avoir encore beaucoup à vous dire, puis j'espère que j'ai pu vous aider un tout petit peu à travers cette présentation. Merci, Odette. Belle présentation. On sait qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Tu aurais pu nous garder jusqu'à 6 heures à soir, tu l'as dit, mais là, bon, il fallait en faire un résumé. Alors, merci. On a beaucoup de questions. Je peux dire déjà que je ne suis pas sûre qu'on va être capable de répondre à toutes les questions qui ont été posées, mais Odette, elle a dit qu'elle acceptait qu'on lui fasse suivre les questions qui n'avaient pas été répondues lors du webinaire. Fait que là, j'en ai choisi quelques-unes, Odette, que je vais te poser. Désolée. La première question, c'était: auriez-vous des références qui parlent des vers de terre utilisés comme indice de santé des sols? Non, je n'ai pas de référence qui parle des vers de terre comme indice de santé des sols comme tel. C'est très, très difficile parce que les populations de vers de terre sont aussi beaucoup influencées par des zones. Ça, il y a des zones où il y a beaucoup moins de vers de terre. Un sol peut être en santé même s'il n'y a pas de vers de terre dedans. En fait, il est devenu un symbole important parce que dans la chaîne alimentaire normale des sols, on le retrouve en début de piste. Tu sais, il y a le ver de terre, c'est le macro, c'est lui le plus gros. Dans les sols où on ne retrouve pas de ver de terre, il y a un autre organisme qui va faire cette job-là. Il y a cette macrofaune-là qui existe aussi et qui va commencer le début de cette chaîne-là. C'est plutôt un ensemble d'éléments qu'il faut regarder. Tu sais, la capacité de rétention d'eau, pour moi, est beaucoup plus importante. Jumelé à ça, à une matière organique de qualité, c'est assez difficile à déterminer aussi par rapport à juste un chiffre. Le volume racinaire, il faut passer par le profil de sol, c'est le meilleur indicateur. On pourrait s'amuser aussi à faire des rendements relatifs, puis tout mettre ça ensemble, bien, ça nous permet de dire, OK, j'ai un sol qui est en santé. La porte d'entrée demeure encore dans notre schème, les vers de terre. Ça, on les voit. Hein. Une bactérie, on ne la voit pas tellement, là, mais le ver de terre, on est capable de le voir, on est capable de le prendre, on est capable de faire comme « j'aime pas ça », on est capable d'avoir des sentiments amoureux. Mais il y a un lien vivant qui s'établit avec le ver de terre, puis on sait d'ores et déjà l'efficacité dans la gestion des résidus. Et c'est un grand problème, à mon avis, c'est que souvent, on va se mettre à faire du semi-direct ou on va faire du travail réduit de très haut de gamme et on va laisser beaucoup de résidus au sol, puis on a des sols qui ne sont pas aptes à gérer ces résidus-là.
Fait que non, la réponse est non. Oui, merci, Odette. Alors, j'ai une deuxième question ici. C'est la personne demande si c'est possible de faire l'introduction de vers de terre au champ. Puis si c'est une pratique possible, ben, j'imagine pour des petites cultures et non pas des grandes, mais la question se pose. En fait, oui, c'est possible. Ça s'est fait. Il y a des producteurs agricoles, pas au Québec, je connais personne qui l'a fait au Québec, mais ça s'est fait aux États-Unis. Euh, mais c'est quelque chose qui est, tu sais, c'est risqué, là. C'est implanter des vers de terre, il faut vraiment implanter des vers de terre, des vers de terre. Il y a des compagnies qui vendent des cocons. Alors, on peut distribuer des cocons. Le problème, c'est qu'on revient à, j'ai 3 familles, des épigées, des endogées, des anéciques. Mes épigées peuvent sortir jusqu'à une centaine de cocons. Les anéciques vont en sortir 4. Alors, si on est des vendeurs de cocons, on va vendre des épigées. Et quand je veux implanter des vers de terre dans mon sol, il faut que je sois capable d'aller chercher les 3 grandes familles. Normalement, les épigées se retrouvent facilement dans les sols parce qu'ils se promènent un peu partout et qu'ils ne sont pas très limités. Les vers qui sont le plus compliqués à implanter, ce sont les anéciques. Et à ce moment-là, il faut littéralement implanter des anéciques, des vers anéciques et aller les mettre dans le sol, 2 par 2, parce qu'il faut que ça se reproduise, ces petites choses-là, et à peu près à 5-6 pieds de chaque couple. Alors, il faut en avoir beaucoup, puis il faut les implanter dans un temps de l'année qui n'est pas trop chaud, qui n'est pas trop sec. Donc, où est-ce qu'il y a des résidus? C'est un travail qui est très laborieux, mais qui s'est fait et qui a prouvé que oui, ça peut fonctionner, mais sur 1 hectare, 1 million de vers de terre, ça commence à faire une bonne job. Merci pour la réponse. Euh, on a eu beaucoup de questions aussi en lien avec les pesticides, l'impact des pesticides, puis sur les vers de terre. Puis d'ailleurs, la question, c'était avez-vous évalué l'impact des herbicides utilisés en semi-direct sur la population de vers de terre? Parce que là, les gens veulent aller, ce que je comprends dans les questions, c'est que les gens veulent aller dans le semi-direct, mais là, ils utilisent des pesticides, puis ça a un impact et tout ça. Bien, honnêtement, moi, je n'ai jamais mesuré l'impact des herbicides, pesticides sur les vers de terre. Par contre, dans différentes revues de littérature, dans différents articles scientifiques, euh, les conclusions étaient généralement que oui, il y a des pesticides qui peuvent avoir, mais les doses létales sont souvent beaucoup, beaucoup plus grandes que ce qui est utilisé d'une manière commune. Mais ce qui influence davantage la survie des vers de terre, c'est la nourriture. Fait que si une des choses qui était le plus néfaste aux vers de terre, c'était l'azote gazeux. Ça ben, de toute façon, ça tue tout le monde. Fait que dans la zone où est-ce que c'était incorporé, tous les organismes mouraient, incluant les vers de terre. Mais les populations de vers de terre se régularisent en fonction de la nourriture disponible. Alors, plus j'ai de la nourriture, plus ils vont se reproduire et donc plus les populations vont augmenter. Moins j'ai de nourriture, ben, moins ils se reproduisent et mes populations s'en trouvent décimées. Une autre étude avait aussi mis en lumière que le maïs BT était difficile pour les vers de terre parce que les résidus sont beaucoup plus coriaces. Alors, les vers de terre avaient de la difficulté. La décomposition de ce résidu-là était plus compliquée. Mais en général, la conclusion, c'est plus on laisse de nourriture, plus on va avoir de vers de terre. Puis, à ce qui a trait au semi-direct, ben, c'est à partir du moment où on a fait du semi-direct qu'on a vu des augmentations de population de vers de terre. Donc, mais il faut faire attention aussi. Là, quand on rentre en semi-direct, on dit ouais, on va utiliser plus de pesticides. Pas tout à fait vrai. Puis encore une fois, il faut vraiment comparer un système mature. Il faut comparer un système de semi-direct qui a 10 ou 15 ans et on se rend compte que l'utilisation des pesticides est souvent réduite particulièrement dans les systèmes matures. Merci, Odette. Dans le fond, la prochaine question, c'est plus en lien avec les outils de travail du sol. On dit si la majorité des outils de travail du sol détruisent les vers, quels outils doit-on utiliser afin de pouvoir effectuer un bon semis?
Euh, le- le- moi, je reviens toujours à c'est quoi l'état de mon sol? Et il faut y aller par petites doses. Si j'ai beaucoup de vers de terre dans mon sol, si la décomposition des résidus se fait bien, bien, utilisez le moins possible d'outils. Évidemment, les utiliser dans des conditions les plus secs possibles pour faire en sorte que les années cycles soient le plus profonds, mais n'importe quoi que vous allez utiliser va avoir un impact en surface, donc sur les épigées d'une manière importante et aussi sur les endogés. Mais la première étape, c'est de dire quelle est la capacité de mon sol à gérer ces résidus-là. Fait que, moi, j'ai déjà visité des sols avec une densité de 1,95 grammes par centimètre cube. Le béton est à 2,20 grammes par centimètre cube. Fait que, quand ce producteur-là me dit « j'aimerais ça faire du semi-direct », j'ai comme une grande hésitation, puis on a travaillé beaucoup dans cette situation-là, de dire on va commencer par introduire des rotations, on va commencer par diminuer le travail du sol, puis ça a pris 8 ans avant qu'on puisse arriver à faire du semi-direct parce que j'avais un sol à régénérer d'une manière douce pour arriver à un résultat intéressant. Puis on n'a pas eu de diminution de rendement dans cette situation-là. Fait que, quel outil utiliser? La première chose, c'est évaluer les populations de vers de terre, évaluer la santé des sols, puis après ça, on va établir une stratégie qui va permettre au sol de se ravigoter. Et plus il se ravigote, moins j'ai besoin d'utiliser n'importe quel instrument que ce soit. Pour arriver à une étape, il faut vraiment se mettre en tête qu'il faut arriver à une étape de semi-direct. Il faut arriver à ne plus... nos sols sont capables de gérer les résidus. C'est nous autres qui est un petit peu rough avec nos sols. Oui, parfait. Une autre question dans un autre secteur, on demande quel impact a le paillis de plastique, soit temporaire ou permanent, dans les cultures maraîchères ou de petits fruits sur les vers de terre? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je me suis... je pense qu'un des gros problèmes du plastique, c'est au niveau de la décomposition, parce qu'au niveau de l'utilisation comme telle, encore une fois, je me répète, il faut laisser des résidus. Donc, normalement, en dessous des paillis de plastique, il y a quand même une oxygénation qui se passe. Donc, j'ai de l'air. S'il y a des résidus, les vers de terre vont bien fonctionner. Même que ça fait des zones qui sont humides, ça fait des zones qui sont chaudes. Donc, c'est un environnement qui est propice aux vers de terre. Le pas d'après, c'est la décomposition de ces résidus-là c'est pas de la nourriture à vers de terre, ça, c'est du plastique, là. Fait que c'est plus dans cet état-là, mais je pense que là, on tombe dans une préoccupation qui est plus environnementale que vers de terre. Encore que, tu sais, il ne faut pas que ce soit trop compliqué, là. Il y a des plastiques qu'on retrouve dans les composts qui peuvent être même des tout petits morceaux, puis ça, ils sont rigides. Fait que les vers de terre, comme ils gobent tout, s'il y a des trucs qui sont rigides, mais ça peut avoir un impact sur leur tube digestif. Mais on n'est pas là, on est dans du plastique pour faire du maïs ou du maraîcher. Bien, merci, Odette. Écoute, il reste quelques minutes. Je ne sais pas si tu voudrais comme peut-être juste dire quelques mots avant qu'on fasse la conclusion, parce que là, je regardais un petit peu les questions. Il y avait beaucoup des choses qui revenaient, des questions qui avaient déjà été posées. Peut-être je te donnerais comme une petite minute pour faire un petit mot de la fin. Puis après ça, je vais revenir à conclure le webinaire. Vous savez, moi, mon histoire est assez courte. J'ai une maîtrise en structure de bâtiment, puis du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec les vers de terre. J'ai des producteurs agricoles qui se sont plaints à mes patrons pour me dire que moi, je ne devrais pas être dans l'agriculture de ma PAC, mais plutôt en pêcherie, parce qu'il y a 30 ans, les vers de terre étaient associés exclusivement à la pêche, ne faisaient pas partie de notre portrait, de notre environnement. C'était pas nuisible, mais c'était comme... Et puis, maintenant, ils sont au cœur de nos préoccupations, ils sont au cœur du succès
de l'agriculture qu'on veut mettre en place. Fait que prenez le temps d'aller les examiner, prenez le temps d'aller les compter, prenez le temps d'aller faire vos diagnostics de sol pour vous assurer de mettre en place des stratégies efficaces pour faire en sorte que le tournant vers cette agriculture que moi je qualifie de vivante se fasse efficacement puis qu'il n'y ait pas de frustration auprès des producteurs agricoles. Je ne suis pas capable, moi, d'entendre quelqu'un qui dit « je vais faire du semi-direct puis il va y avoir des diminutions de rendement ». Non, il ne faut pas qu'il y ait de diminution de rendement parce que ça, c'est un échec. Puis, on ne carbure pas aux échecs. Fait que prenez le temps d'aller les compter, prenez le temps d'en jaser, prenez le temps de faire vos diagnostics de sol, puis vous allez voir, là, comme mon petit verre dit tout le temps, là, bien sûr qu'on est heureux. Il n'y a pas grand créatures qui ont donné le nom à une planète. Ça fait que go pour les vers de terre.